Bonjour tout le monde, je m'appelle Fatem Zahra Smilali, professeure au sein du département MSN de l'Université Mohamed VI Polytechnique de Ben Guerir. Aujourd'hui, on va accueillir deux professeurs de calibre. Professeur Johan Jackman, professeur en thermodynamique et c'est le directeur du département MSN de l'Université Mohamed VI Polytechnique de Ben Guerir, et professeur Abdelkader Odzourit, professeur au sein de la faculté Smleliya de Marrakech et aussi affilié au département MSN et qui travaille principalement sur les photovoltaïques. Je vous laisse, professeur, de vous présenter. Oui, tout d'abord, je tiens à vous remercier pour cette invitation. C'est toujours un plaisir d'être là et de débattre avec des collègues. Donc, Johan Jacquemin, je suis thermodynamicien. Donc, j'ai été recruté il y a 3 ans maintenant pour une mission principale qui était de développer un centre de recherche accéléré en métallurgie avec un partenaire particulier qu'est Maghreb Steel. En parallèle, j'ai développé un laboratoire sur la thermodynamique des gaz et comment on peut les stocker et les réutiliser de manière efficiente. Merci beaucoup, professeur. C'est vraiment un plaisir de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Donc, on passe à professeur Odzourit. Si vous pouvez vous présenter et nous en dire plus sur les principaux projets sur lesquels vous travaillez. Voilà. Merci beaucoup, cher professeur. C'est un grand plaisir aussi d'être parmi vous ici pour débattre cette thématique de grand intérêt pour notre cher pays. Donc, je suis professeur Abdelkader Odzourit, donc professeur à la faculté des sciences Smleliya Marrakech, de l'université Qadi Ayad, et je suis aussi professeur affilié au département MSN, en fait, de l'université Mohamed VI Ben Guerir. Donc, mon centre d'intérêt, point de vue recherche, c'est surtout la conversion photovoltaïque, et en particulier les cellules solaires en couche mince. Et je touche aussi au système photovoltaïque pour des applications, surtout concernant la production de l'hydrogène vert, aussi parfois le dessalement aussi. Et auparavant, je travaillais beaucoup sur l'électrification rurale. Merci beaucoup, c'est un plaisir de vous avoir. J'ai entendu beaucoup le mot énergie. Et aujourd'hui, c'est un sujet d'actualité. On en parle beaucoup, la transition énergétique, l'énergie verte. Donc, moi, j'aimerais un petit peu avoir votre avis là-dessus. Et qu'est-ce que vous en pensez de l'énergie et la transition énergétique? Voilà, donc la transition énergétique, en fait, c'est en fait le remplacement graduel des énergies fossiles que nous utilisons aujourd'hui par des énergies en fait renouvelables, propres et écologiques. Comme vous le savez, en fait, l'énergie c'est le moteur du développement économique et social, mais le grand problème c'est que notre mix énergétique actuel, en fait, il est surtout dominé par les énergies fossiles qui posent un grand problème de point de vue émissions, de point de vue écologique, etc. Donc, la transition énergétique, c'est on va graduellement passer ou la remplacer les énergies fossiles par les sources d'énergie renouvelables propres. Voilà. Alors moi, j'aimerais maintenant avoir une idée. Pourquoi elle est nécessaire, cette transition énergétique? Bon, si je me permets de répondre à cette question, donc la transition énergétique est nécessaire notamment pour essayer de limiter les dérèglements, et je parle bien de dérèglements climatiques, pas de réchauffement climatique, un dérèglement climatique, qui sont souvent liés avec les émissions de CO2 émises par la nature, mais aussi par l'homme. On parle de CO2 anthropogénique, qui ne cesse d'augmenter, notamment depuis la première révolution industrielle. On a atteint un pic de 420 ppm l'an passé, qui est un record absolu sur la période. Ce qui est aussi remarquable, c'est qu'on a une augmentation graduelle de la température qui est juxtaposée avec l'augmentation de la concentration en CO2 dans l'atmosphère. Donc là, c'est un fait. Maintenant, on parle de CO2 et on diabolise un peu le CO2, mais il faut savoir que tout ce qu'on parle, c'est en équivalent CO2. Donc le CO2 a un équivalent CO2. Si on parle de méthane, il est beaucoup plus élevé. On est à peu près à 30 fois. Si on parle du CO, c'est encore plus élevé. Le SOx, le SO2, etc. Donc, faut bien faire attention. On a différents gaz à effet de serre. Donc, on a l'impact sur l'homme et l'environnement, mais aussi la quantité émise. Donc, le CO2 est le plus dangereux par ces deux facteurs. Est-ce que vous pensez qu'on peut vraiment décarboxyler? Est-ce qu'on peut atteindre le zéro net émission?
Le zéro net émission est un objectif qui doit être atteint par 2050. Oui, Donc, il existe différentes stratégies. Donc, l'idée, c'est vraiment de limiter l'impact lié à l'homme lors des émissions du CO2. Donc, on a du CO2 anthropogénique et biogénique. Donc là, il faut bien faire attention. Donc, le CO2 qui est émis, notamment des plantes ou autres, il faut savoir qu'il y a différents vecteurs de captage du CO2 naturel qu'il faut aussi étudier dans l'optique de préserver l'homme et l'environnement. Le CO2, en fait, c'est aussi une source en quelque sorte, de la vie sur Terre, parce que tout est carboné. Les plantes, ils utilisent le CO2 pour leur croissance. Donc, le grand problème, c'est que, en fait, le taux d'émission de CO2 actuel, les taux d'émission sont plus grands que ce que la nature peut absorber. Donc, il faut vraiment qu'on essaie de rétablir, en fait, cet équilibre-là. Et c'est ce qu'on entend par cette neutralité, en fait, neutralité carbone. Voilà. Il y a, en fait, l'utilisation des énergies renouvelables à grande échelle. Donc, les énergies renouvelables, ils ont une empreinte carbone relativement faible comparée aux autres sources d'énergie. Et aussi, il faut vraiment encourager en fait la sobriété énergétique et aussi c'est-à-dire la réduction en fait de la consommation, les gaspillages d'énergie, etc. Et aussi encourager en fait l'utilisation de l'efficacité énergétique dans les différents procédés, que ce soit industriel ou bien dans les bâtiments, Ouais, etc. je vais rebondir tout de suite parce que là je suis pas tout à fait d'accord, parce que les procédés actuels ils sont déjà développés, donc ils existent déjà avec un système qui est très opérationnel. Moi je pense qu'il est plus simple de faire de la capture du CO2 post-traitement, surtout que actuellement, il y a beaucoup d'études qui montrent que on peut stocker, mais aussi réutiliser le CO2 pour transformer le CO2 en molécules très importantes au niveau qui peuvent être utilisées au niveau de vecteurs énergétiques tels que le méthanol ou le méthane, pour en citer que deux. Mais je pense que vaut mieux continuer avec l'existant et traiter le polluant à sa source pour revectoriser, enfin reformuler le CO2 et de réutiliser, donc utiliser le CO2 comme un byproduct. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais le seul problème, c'est que pour ce captage, la capture de CO2, vous aurez aussi besoin d'énergie. Donc, il vaut mieux, en fait, donc surtout les énergies renouvelables. Donc l'énergie renouvelable, mais est-elle vraiment renouvelable? Parce que si on parle de PV, voilà, on va parler de PV, on va parler du cycle de vie des cellules photovoltaïques, parce qu'on va laisser un héritage aux générations futures. On va mettre des champs de panneaux photovoltaïques ou des champs d'éoliennes ou éoliennes marines ou terrestres. Et il va se passer quoi dans 50 ans quand ça sera la fin de vie du... Donc moi je pense qu'il faut parler d'empreinte carbone de la production au recyclage. Quelle est la stratégie au niveau PV? Encore là, je suis d'accord, mais comme vous savez, le photovoltaïque, en fait, c'est l'une des sources en fait d'énergie qui ont une empreinte carbone qui est relativement faible. En fait, si on calcule, les calculs ont été faits pour le silicium, le cas du silicium, parce que le silicium c'est le plus polluant, comme d'ailleurs le fer, la production du silicium. Donc les calculs, ils ont montré que sur la durée de vie, si on fait un bilan et on calcule la quantité de CO2 émise par la consommation d'un kilowattheure en fait d'énergie d'origine photovoltaïque. Ouais, mais ce calcul est vrai que ça dépend du pays, parce que le kilowattheure en équivalent CO2 dépend du pays. Même si on en fait dans les pays les plus pollueurs. Juste pour indication, le Maroc est 8 fois plus élevé en équivalent CO2 par kilowattheure par rapport à la France. Et la France a choisi le nucléaire. Et le nucléaire a été reconnu comme une énergie, je mets des guillemets, verte ou propre, ou plus propre. Pourquoi le Maroc ne part pas vers cette... Et donc, ce qui amène à ma question, donc, sur la stratégie que veut le Maroc entretenir, parce que c'est un problème global, mais c'est aussi c'est un problème propre au Maroc. Donc, selon vous, quelle est la stratégie que le Maroc compte entretenir?
Oui, le Maroc, en fait, il était l'un des pionniers, en fait, dans ce domaine-là. Donc, il a élaboré sa stratégie énergétique, en fait, en 2009, avec des cibles bien fixées pour l'an 2020, 2030, etc. Donc, en 2030, en fait, la cible, c'était d'atteindre et que la part des énergies renouvelables dans le mix électrique du pays atteigne, en fait, 52%. Donc, ce qui est vraiment, on y est presque, on est déjà à 38% de ce chiffre-là, donc on est déjà à 38%, donc on a encore quelques années pour atteindre l'objectif, oui. voilà, qui a été fixé par la stratégie. Moi, j'entends parler beaucoup de conversion, hein, donc c'est très bien. Donc il n'y a pas que l'éolien ou le PV ou l'hydrique, il y a aussi la chaleur fatale. Si on regarde les grandes entreprises au Maroc, notamment la sidérurgie ou les cimenteries, il y a beaucoup d'énergie perdue. Et je pense que ça, c'est aussi un vecteur d'amélioration. Parce que en tant que thermodynamicien, il est anormal qu'on perde de la chaleur, alors qu'on pourrait transformer cette chaleur en électricité. Et c'est juste une question de conversion. Donc, je pense que les solutions, c'est pas que le naturel. Il y a aussi ce que l'homme produit et ce que l'homme doit apprendre à intégrer. Et là, il y a une question d'éducation et peut-être d'investissement aussi à mettre de ce côté-là. Bien sûr, bien sûr. En fait, la récupération de la chaleur fatale, en fait, c'est aussi quelque chose sur lequel, en fait, les sociétés doivent s'investir. Comme vous avez dit, il y a beaucoup de chaleur qui est juste perdue comme ça. Hein. Donc, on pourrait par la suite la récupérer, l'utiliser pour d'être fin, et comme ça, on pourrait augmenter en fait l'efficacité en fait des procédés qui sont utilisés. Généralement, on peut aussi dire que la récupération de la chaleur fatale, ça fait partie aussi de l'efficacité énergétique, en fait, parce qu'on utilise l'énergie des départs d'une façon plus efficiente et plus efficace. Voilà. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Le Maroc, en fait, il a choisi cette voie-là de renouvelable, tout simplement parce que le Maroc ne dispose pas de sources fossiles d'énergie. Moi, j'aimerais rebondir sur ce dernier mot. L'efficacité énergétique. Mm-hmm. Alors, est-ce que vous pouvez élaborer encore plus sur l'efficacité énergétique? Parce que c'est vraiment très important quand on parle de la transition énergétique aujourd'hui. Ah oui, alors le Maroc, là aussi pour le volet efficacité énergétique, il s'est fixé en fait une cible. C'est d'atteindre en fait de réduire la consommation en fait à peu près de faire des économies, ce qu'on appelle des économies d'énergie en fait. De 20% aussi. Excellent. Donc économiser 20% de la consommation, c'est quand même grand chose. Mais voilà, énergie renouvelable, c'est bien, c'est des énergies intermittentes. Oui. Donc il faut, bon, on a bien compris que vous êtes un pro conversion naturelle. Moi, je serais plus conversion thermique. Parce que je pense que si on arrive à former des molécules à partir notamment du CO2, la conversion du CO2 en biocarburant, ça peut être aussi parce que rien ne remplacera le moteur thermique. Là, c'est le thermodynamicien qui parle. Oui, c'est le thermodynamicien qui parle. Donc pour moi, le moteur thermique, il faut juste l'améliorer. On peut encore l'améliorer. Donc c'est aussi une voie d'amélioration. Il y a quand même une limite. Ouais, c'est le Carnot là. Non, Carnot, personne ne peut battre Carnot, mais personne n'ira battre Rankine non plus. Donc ça c'est clair. Mais moi un point qui est clair, c'est le Maroc a pris une décision claire, notamment les PV. Il prend une direction de gigafactory, l'hydrogène vert. Aujourd'hui, j'aimerais bien entendre vos avis là-dessus et élaborer un petit peu plus sur ça aussi. Ben moi, l'hydrogène, il y a différents moyens de le produire. Hein, donc on peut parler d'électrolyse, on peut parler de génération d'hydrogène à partir de la biomasse et de la pyrolyse. Il y a différents moyens aussi la réaction water-gas shift. Hein, donc on peut améliorer notamment les combustions, hein, les réactions de combustion dans l'optique de produire l'hydrogène. La production de méthane, hein, donc les digesteurs anaérobiques par exemple pour former du biométhane, c'est d'autres vecteurs
possible, plausible. Je pense qu'au Maroc, l'idée c'est de l'hydrogène vert à partir de l'électrolyse. Hein, je pense, sans me tromper. Maintenant, moi, un problème qui peut venir, c'est il n'y a pas tout ce qui est piping. L'hydrogène, c'est quand même un composé qui est comme très inflammable, qui est très petit, une molécule qui peut donc moi je travaille en métallurgie, donc tout ce qui va être J'allais dire système, que maintenant c'est le, voilà, donc la c'est le fragilisation, métallurgiste qui parle. voilà, la fragilisation par l'hydrogène, Par l'hydrogène, l'hydrogène embrittlement, Oui. est un problème très clair au niveau métallurgie. Donc génération de nouveaux matériaux pour le transport de l'hydrogène, qui sont très importants. Maintenant, il n'y a pas de réseau de gaz comme il y a en Europe, au Maroc. Donc il y a tout à faire quand même. Même, tous les points que vous avez soulevés, en fait, je suis d'accord, mais il y a pas que ça. Donc nous, en fait, pour commencer, la production de l'hydrogène, en fait, doit se faire près du point d'utilisation. Comme ça, on peut éviter tous ces problèmes-là qui sont liés au stockage, au transport et ainsi de suite. Donc vous êtes parti pour former l'ammoniac. Là, par exemple, oui, parce qu'en fait, c'était l'objectif, en fait. C'est l'objectif, en fait, de l'ECP, c'est pour produire l'ammoniac, peut-être le produire dans des usines de métallurgiques, en fait. Pour les métallurgies, j'irais directement sur la réduction des oxydes métalliques, hein, donc pour former non mais donc l'hydrogène nécessaire, on pourrait le produire, en fait, sur site, sans avoir besoin de cette infrastructure de transport, etc. Mais ça, en fait, si par exemple le Maroc veut exporter par exemple l'hydrogène vers l'Europe, etc. Donc à l'infrastructure, je suis sûr donc il va être mis en place. Mais en fait avec parce que on parle de vecteurs d'énergie, on a parlé éolien, on a parlé hydrique, on a parlé d'hydrogène, on peut, mais il faut stocker cette énergie. Et chez nous, on a du AC, on n'a pas du DC, donc on va former, voilà, donc il y a, et puis le soleil, comme le vent, comme c'est intermittent, donc comment, pour moi, il y a tous les systèmes de batterie, donc on peut pas parler de conversion sans stockage. Maintenant, ce qui m'intéresse aussi, entre autres, c'est que pour mettre un petit peu les choses dans le contexte de ce consortium national qui a été créé au Maroc. Donc, quel est le rôle aujourd'hui de ce consortium qui a été créé pour pallier tous les problèmes relatifs à la transition énergétique? Et aussi, j'aimerais bien qu'on mette un petit peu l'accent sur les défis qu'il y a aujourd'hui au niveau de cette transition énergétique, les défis qu'on rencontre. Alors, d'accord. Donc, tout d'abord, en ce qui concerne en fait le consortium, comme vous venez de voir, en fait, la problématique de la transition énergétique, c'est pluridisciplinaire. Exactement. Donc, ça nécessite la conjugaison des efforts de tout le monde, que ce soit des thermodynamiciens. Et de toutes les thématiques. Oui, de toutes les thématiques. Thématiques de la science des matériaux à l'énergie. Voilà. Je suis d'accord avec ça à un niveau de R&D. Moi, je pense qu'avant ça, il y a une mission d'éducation. Sinon, on n'éduque pas les jeunes générations et on n'éduque pas les parents à éduquer les jeunes générations avec le problème énergétique, la gestion des déchets, le recyclage, l'utilisation à bon escient des énergies, l'eau, le gaz ou autre, sans gaspillage, et générer cette éducation in fine des jeunes générations, on n'ira nulle part. Il faut que tout un pays ou toute une génération, et je dirais même globalement, il faut que tout le monde aille dans le même sens. Ben oui. Et c'est notre rôle comme réseau. Ben oui, donc c'est le rôle, c'est l'un des rôles en fait, des missions. C'est notre rôle en tant que fondateur de ce consortium national, bien sûr. Et je suis d'accord que aujourd'hui l'éducation est l'un des piliers. Donc, bien sûr, il y a de la recherche. Il y a la recherche qui est très importante. Elle est très importante aussi le TRL de passer au niveau application et tout, mais il y a aussi l'éducation. Et bien sûr, aujourd'hui, le consortium,
il contribue beaucoup à ça. Donc, il y aura des écoles d'été qui vont être voilà. créées spécifiquement pour ça, afin de pouvoir enseigner aux jeunes chercheurs, aux étudiants, Aux enfants aussi, non? aux Il faut aussi mener des campagnes de sensibilisation. Sensibilisation, je Surtout pense la que sensibilisation, elle est importante. Aussi, Voilà. c'est important. Accompagner, que ce soit les enfants, les étudiants, les jeunes chercheurs, à les sensibiliser quant au sujet qui est d'actualité, la transition énergétique. Leur apprendre les fondamentaux aussi. Ouais. La relation de la transition énergétique à leurs travaux de recherche, si on parle des étudiants et des jeunes chercheurs. Oui, Vous avez dit que votre spécialité, c'est dans les polymères, hein, donc notamment les plastiques. Oui. Moi, je pense qu'il y a pas mal de choses à faire avec les jeunes générations. C'est de faire recyclage des plastiques et montrer qu'on peut, à partir d'un plastique recyclé, faire quelque chose d'autre. Moi, je préfère aussi citer l'un des exemples où on peut, c'est l'un, il y en a beaucoup, mais l'un des exemples où on peut utiliser, par exemple, les matériaux polymériques dans la transition énergétique. Et par exemple, tout à l'heure, vous avez parlé de l'électrolyseur. Qu'est-ce qu'il faut à l'électrolyseur pour qu'il marche? Il faut une membrane. Il faut des membranes, oui. Pour la séparation des gaz, pour le bon fonctionnement d'électrolyseur, pour la sélectivité, ou que ce soit des anions si on parle d'un électrolyseur alcaline ou bien membrane cationique pour l'autre. Donc, aujourd'hui, ces membranes, elles sont fabriquées à partir des polymères. Donc voilà, donc le recyclage des polymères, hein, et donc il faut pas décarboner, hein, parce que le polymère est quand même à base de carbone. Décarboxylé. Décarboxylé, je pense que c'est un même. Décarboxylé, c'est la décarboxylation, oui. En fait, voilà. Décarboxylé, oui. Là, c'est le meilleur terme. Ouais. Et c'est le thermodynamicien qui l'a dit. Oui. Et pour la décarboxylation, il y a aussi la technique, en fait, de captage direct, en fait, du CO2 de l'atmosphère. Qu'est-ce que vous en pensez, en fait? La direct air capture, voilà. Donc pour moi, rien ne vaut la nature. Oui. Voilà. Et pour la capture des CO2, hein, les polymères, ils jouent un rôle très important. Oui, aussi. mais moi, je dirais plutôt. Les biopolymères, la biomasse. Oui, la biomasse. CO2. La biomasse, pour moi, je dirais clairement dans la photosynthèse, hein, qui est un processus naturel. Donc, d'avoir les flux gazeux qui sont traités en NOx et en SOx, hein, qui sont polluants pour les micro-organismes. Mais j'irais rejeter les effluents dans une matrice pour faire grandir, hein, par photosynthèse, les micro-algues. Et on a un projet notamment avec la France, où il y a une thèse qui vient de terminer sur l'extraction de produits, des acides gras, hein, et des pigments, notamment les caroténoïdes, des micro-algues, dont l'objectif c'était de former des produits à haute valeur ajoutée pour la cosmétique. Excellent. Donc en utilisant une alternative, notamment du solvant, on prenait un solvant qui était éco-compatible avec l'ingrédient pharmacologique. Donc c'était vraiment une nouvelle conception. Parce que pour moi, le développement de nouvelles recherches, qu'est-ce que la chimie verte, qu'est-ce que la sustainable chemistry, pour moi, ça vient vers le côté inventif. Et faut pas forcément penser qu'un solvant il doit être récupéré. Il peut servir comme ingrédient pour des étapes futures. Et je pense que c'est l'éco-conception, l'économie circulaire, tout ça doit être. Ces concepts doivent être mis en place, mais ils doivent être compris du grand public dès le plus jeune âge. Donc être éco-responsable pour moi, c'est pas simplement produire au terme de chercheurs des nouvelles molécules ou des nouveaux concepts, mais c'est aussi de transmettre et d'appliquer soi-même ces gestes au quotidien et de les transmettre aux générations futures. Voilà. Exactement. Donc, cher professeur Joanne Seoudzouritz, donc j'ai été vraiment ravie de vous accueillir aujourd'hui dans ce premier épisode qui était vraiment très instructif, très inspirant et très intéressant. Donc aujourd'hui, on a attaqué le sujet de la transition énergétique sous différents angles. On a parlé de l'importance de la multidisciplinarité et l'importance que peut avoir chaque thématique, par exemple les polymères, là, on a parlé de la métallurgie et le rapport ou bien le rôle important qu'elle peut jouer
par rapport à la transition énergétique et attaquer les différents ou bien remédier aux différentes problématiques qu'on peut rencontrer. Merci beaucoup et ce fut un plaisir. Merci à vous.